Nous sommes de retour en compagnie de Sylvie, Lise et Réal. Et Réal, je vous garde en troisième parce que nous allons parler de technologie qui a changé un peu quand même la vie des non-voyants. Parlez-nous un peu. Oui, ce que j'ai observé, qui m'a beaucoup impressionné au début, c'est qu'à l'ordinateur, ils sont parfaitement à l'aise parce qu'ils ont un logiciel qui lit les textes qui défilent à l'écran à leur place. Mm-hmm. Il y a un nom commercial, mais c'est une aide à la voix, un peu comme Siri sur le iPhone. Oui, c'est ça, oui. Même chose, c'est ça. Sur le cellulaire, ça fonctionne le même principe. Ils ont des visionneuses. Pour ceux qui voient un petit peu, il y a une visionneuse qui se connecte à l'ordi. Mm-hmm. Puis ils sont capables, c'est comme une loupe pour le texte qui est à l'écran. Oui. Donc là, ils sont capables, en s'approchant, ça dépend des conditions de chacun. Oui. Ça, je l'ai vu beaucoup, puis c'est très utilisé, puis ça fonctionne très, très bien. Pour la marche, j'ai vu des sonores, comme un pendentif dans le cou, un appareil électronique qui est basé sur la technologie du sonore, qui va donner des avertissements en vibration ou avec des petits sons quand il y a des obstacles, puis c'est ajustable selon la distance. Mm-hmm. Ça marche pas pire, mais c'est pas, je l'ai pas vu beaucoup. C'est pas encore perfectionné. Ça doit pas marcher tant que ça. Mais ça, c'est un début. Oui, oui, oui. Plus impressionnant, j'ai vu des rétines artificielles qui sont en plein développement. Mais ça, on parle de quelque chose de beaucoup plus invasif dans l'œil puis tout ça. Oui. Est-ce que ça va permettre... Ça permet, comme la rétine qui existe présentement se connecte, en autant que le nerf optique n'est pas abîmé, il connecte sur le nerf optique, puis tu es capable de lire un caractère à la fois. C'est limité quand même. C'est noir et blanc. Mais peut-être que ça va évoluer. Oui, parce que il y a 10 ans, ça existait, mais tu voyais peut-être juste 4 pixels. Là, c'est, je pense, 150 pixels. Ah oui, c'est bien quand même. Lise, est-ce que la technologie a... Ben, il y a un côté coquetterie féminine pour détecter les couleurs, pour savoir que mon pantalon, il n'est pas orange avec un chemisier carotté bleu, là. Mm-hmm. J'ai un petit bidule qui... On pourrait montrer à la radio, c'est très... Ben, c'est ça, non, mais c'est sonore, hein. Sauf que, vous m'excuserez, il est anglophone, mon petit bidule, parce que ça fait très, très longtemps que j'ai acheté ça. Et à ce moment-là, c'était juste en anglais. Alors, je l'appuie sur moi. Dark blue. Là, je viens de vous donner la couleur de mon manteau. Et qui effectivement, il est une teinte de bleu, disons. C'est ça. Oui. Vous savez, quand j'ai eu mon premier chien guide, on m'avait dit que mon chien était noir. Mais là, je me suis dit, ils peuvent bien m'en passer un blond, puis ils me le diront pas. Hein. Ben, j'ai pris mon truc, puis je l'ai mis sur mon chien, puis ça a dit black. Bon, alors... Ben, c'est bon pour tout, hein. Les cheveux, les murs. Si on peint sur la maison, on les murs, puis on me dit, on a mis ça blanc partout, les voyons donc. Ah ouais? Hein? Comment je le sais, c'est blanc? Non, parce qu'un jour, chez la coiffeuse, on avait changé la couleur de vos cheveux sans vous le dire. Ben, en fait, je sais pas si ça avait été raté volontairement, mais ça a été raté. Là, je voulais voir la vie en rose. Ben, je l'ai vu, les cheveux, j'avais les cheveux roses. Décoloré, genre rose. Mais moi, je le savais pas. C'est quelqu'un qui me l'a dit quand je suis sortie de là. Mon doux, Lise, ça ne veut pas dire que tu as une drôle de couleur, mais en tout cas... La coiffeuse ne l'avait pas dit. Non. Donc là, je l'ai appelée, j'ai compté ça. Mais je suis jamais retournée après chez cette coiffeuse. Oui. Mais ça fait partie de la confiance encore, là. On revient toujours à la confiance, Ouais. le respect de la parole des autres, de la vôtre, évidemment, le respect de la personne, l'empathie et tout ça. C'est tout installer ça dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation de travail, une relation amicale, entre voyants aussi, c'est sûr qu'on doit installer ça. Mais je pense que quand on voit pas, il y a comme quelque chose de plus... ça demande quelque chose de plus d'installer ça, là. Parce que le non-verbal, c'est ça. Le body language, je l'ai pas. Je me fie à la voix. Puis c'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses dans la voix. Mais des fois, je peux m'y méprendre. Il n'est peut-être pas fâché, mais il a le ton fâché parce qu'il est préoccupé par quelque chose. Puis si je voyais son visage, je me disais, non, il n'est pas fâché par tout, il est juste préoccupé, là. Il est gêné, préoccupé. C'est ça. Ou il a pas de parler, fatigué. Oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, j'ai connu les deux côtés de la médaille. Hein. J'ai vu et ne pas voir. C'est les premières fois que je suis tombée dans ce monde-là, je me dis, c'est quelque chose, là. Parce que
les personnes non-voyantes ou malvoyantes, disons, au niveau amitié, au niveau amoureux, c'est complètement transformé. Est-ce qu'on ne devient pas quand même plus sensible à la voix, à même ce qu'on appelle les vibrations de l'autre, le persona de l'autre? Sans vouloir faire ésotérique, c'est là-dessus qu'on se base. En tout cas, je parle pour moi. La voix, les intonations, le toucher. Le toucher, oui, c'est ça. Vous voyez, moi, j'étais secrétaire. Quand j'ai appris que je perdrais la vue, j'ai commencé à aller me faire masser. Puis c'est comme ça que, dû au fait que je ne peux plus travailler, là, je suis allée faire ma formation en massothérapeute. Comme massothérapeute. Mais ça a été un déclic extraordinaire pour moi. Mais il y a d'autres personnes, leur talent, c'est l'informatique. Il y a des gens qui travaillent en informatique qui sont non-voyants, qui sont extrêmement doués. Là. Et vous pratiquez la massothérapie? La masso, oui, ça fait 25 ans. Oh, vous me donnerez votre numéro de téléphone. Est-ce qu'on est... J'ose poser la question, est-ce qu'on est meilleur massothérapeute si on est non-voyant? Encore là, ça fait cliché, mais tu sais, le fait que je canalise mes énergies, là, vraiment, au bout de mes doigts, je sais pas. Mais mon professeur m'assait souvent les yeux fermés, fait que j'étais la seule non-voyante dans le cours, puis il me disait, tu sais, Lise, je le fais pour mieux sentir les yeux fermés. On s'embrasse, on ferme les yeux, c'est comme, avec ça. Puis il y a un fait cocasse tantôt, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, comment je vais faire pour savoir si la personne est couchée sur le dos ou sur le ventre? Ou souvent, je leur disais, je vais commencer par vous masser le dos. Souvent, ils se couchaient sur le dos. Là, je me disais, quand j'arrive dans la salle, comment je vais faire? Parce que je dépose mes mains sur un ventre quand je pense que c'est le dos. Je vais leur dire, bonjour, est-ce que vous êtes bien placé? Puis juste par le son de la voix, là, si c'était comme ça, c'est parce qu'il y avait la tête dans la putelle. Je dis, il est couché sur le ventre, c'est correct. Là, je vais pouvoir masser le dos. Oui. Les petits trucs du métier. Oui. Ouais. C'est formidable. Quelques réflexions, mots de la fin. Est-ce que je vous invite à marcher? Quelques sensations. À marcher. Oui. À marcher, mais quand même, j'oubliais, le tandem, le vélo. Vous aimez quand même marcher, c'est bien, mais le vélo, c'est pas mal non plus, non? Moi, j'adore ça. Et pourquoi? Parce que là, vous faites confiance complètement. Hein? Ah, ben oui. Mais ça, c'est quelque chose, faire du vélo en tandem, la personne en avant, là, c'est elle qui a le contrôle de beaucoup de choses. Ben, pas de la vitesse, parce qu'on est synchro au niveau des pédales, là. Mais oui. Les freins, ça demande quand même beaucoup d'attention pour celui qui est en avant. Ben, Réal est bien placé pour en parler beaucoup plus que moi, là. Mais le tandem, c'est un exercice excellent pour faire ça à deux. Oui. C'est parfait. On peut jaser tout le long. On peut pas se sauver. Je le perds pas de vue. Mais tu as quand même beaucoup OK, là, on va freiner. Là, OK, on part. Là, attention, il va y avoir un bump. Attention, là, je vais freiner. Oui, il y a un petit langage à développer. Il y a un petit langage à développer. Mais c'est bien adapté pour des situations de non-voyance. C'est une activité qui est bien populaire dans notre association. Oui. Vous avez eu un petit incident un jour, je pense, Lise, un tandem. Vous as-tu raconté quelque chose que je sais pas? Non, on peut tomber, ça arrive. Ah, oui. Oui. Mais vive le casque, ouais. Mais j'ai tous mes morceaux, mais ça fait partie de... C'est correct, ça arrive pas souvent. Ça fait 3 ans qu'on fait du tandem, je pense qu'on est tombé peut-être 2 fois, là. La moyenne est bonne, hein? La moyenne est très bonne. Félicitations à vous deux. C'était en bas de 2 kilomètres. C'était presque arrêté les 2 fois. C'est pour dire, hein? Tomber presque arrêté. Oui. En terminant, Lise et Réal et Sylvie, bien sûr, les auditeurs qui seraient peut-être non-voyants ou voyants, qui pourraient aider d'autres personnes, avez-vous un dernier conseil avant de terminer? Un souhait, par exemple? Aider de quelle façon? Devenir accompagnateur, peut-être. Oui. S'intéresser. On n'a jamais trop de bénévoles. Parce que c'est une belle expérience, enrichissante pour les deux, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'aurais une petite question. Quand je vois un non ou une non-voyante dans le métro,
mon premier réflexe, vraiment, je veux aller aider la personne. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, mais la première chose à faire, c'est de lui demander. Parce que moi, lorsque je prenais le métro, quand je travaillais au centre-ville, souvent, je me suis fait agripper par le bras. Ouais. Je me suis fait rentrer dans un wagon de métro, puis j'étais sur le quai en train d'attendre le wagon. Mais sans savoir, la personne, elle ne pouvait pas... Je étais en train d'attendre quelqu'un et pas nécessairement le wagon. Mais la personne présumait que j'attendais le wagon, que le porte se rouvre, puis elle me rentrait dans le... Sans demander. Sans demander. Prendre le harnais de chien... Ouais, fait, vraiment, Sylvie, on apprécie beaucoup l'aide, mais c'est toujours de demander est-ce que vous avez besoin d'aide et pas être offusqué si on vous dit non. Parce que des fois, on connaît notre environnement, mais il y en a qui sont offusqués quand on leur répond non. Une belle façon de le demander, c'est comment puis-je vous aider? Oui. Ça dit en continuant votre chemin. Tu comprends? C'est sur cette belle note, Lise Réal et Sylvie, que se termine notre émission d'aujourd'hui, je dirais presque malheureusement. Je vous rappelle à la maison, à l'écoute, que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h. Vous pouvez également écouter les émissions en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet Archives, aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio VM. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer également au site assam.ca de l'association. Je tiens à remercier tout particulièrement aujourd'hui nos invités, Lise Veilleux et Réal Gauthier, qui nous sensibilisaient à la marche et les non-voyants, de même que la comédienne Sylvie Gosselin, qui a partagé un émouvant témoignage de son expérience de quelques heures seulement comme non-voyante. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci beaucoup à Valérian de sa complicité, sa belle humeur, sa bonne énergie. Et je vous laisse avec cette pensée de Pierre-Yves Brissot. Marcher, c'est découvrir que l'expérience de la marche, ce n'est pas d'atteindre le but, c'est de découvrir que l'essentiel est de faire le chemin. C'est découvrir que je peux devenir mon propre chemin, du commencement jusqu'à la fin. À la prochaine.